Bienvenue dans cette édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24, édition dédiée aux enjeux de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le Cameroun s'est doté ces 5 dernières années de stades modernes à Douala, à Yaoundé, à Garoua, Bafoussam ou Limbé. Mais comment transformer ces investissements en moteur durable de développement entre entretien coûteux des infrastructures, besoin de formation pour la jeunesse, diversification des disciplines et professionnalisation des championnats? L'économie du sport reste un chantier immense. Quel choix politique pour faire du sport un levier de croissance, d'emploi et de cohésion sociale? Nous débattons de ces questions avec nos invités sur ce plateau, M. Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes. L'une de vos initiatives a été associée très récemment à un célèbre tireur de pénalty. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Bonsoir, bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 24. C'est un réel plaisir pour moi d'être sur votre plateau, débattre ce genre de thème qui s'éloigne de mon quotidien. Et je pense que voilà, je vais donner tout ce que je peux ce soir en espérant que la prochaine fois je ferai mieux. Et je salue tous les copanélistes qui ne sont pas les moindres. Donc je me retrouve dans une situation de proposition et d'école en même temps. Je pense que ça, ce sont des choses qui peuvent faire avancer, n'est-ce pas, notre pays. Et voilà, je suis très content d'être là. Merci. Nous avons également sur ce plateau M. Yves Abama, communicant du RDPC, qui marque son engagement partout où il va. On voit que vous êtes content d'afficher votre champion partout. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de me recevoir. C'est normal, hein, c'est normal, il faut assumer ses choix. Donc ma casquette, mon écharpe, vous savez, nous sommes en une période préélectorale parce que la campagne commence demain. C'est pour dire que nous, les militants du RDPC, sommes déjà engagés, sommes déterminés à batailler pour la réélection de notre champion, le président Paul Biya. Et quand on parle de sport, vous savez que ces dernières années, le président a plus que jamais donné de très belles infrastructures au Cameroun dans le domaine du sport. Donc quand vous m'avez envoyé le sujet, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, je vais aller là-bas défendre la vision de mon champion. Je suis honoré d'être sur le plateau avec des anciens, Sa Majesté que vous allez présenter tout à l'heure, le doyen Cyril Sambaka. Je vais beaucoup apprendre à leur côté. Merci. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Joseph-Antoine Bell, président du comité d'orientation de l'ONIES. L'ONIES, c'est l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, célèbre sportif accompli, célèbre gardien de but, ancien capitaine de l'Olympique de Marseille. Vous avez quitté les stades depuis longtemps, mais vous êtes revenu sur les stades d'une autre manière. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci de m'avoir invité. Bonjour et salut à tous. Et enfin, nous sommes en compagnie de M. Joël Sikam, entrepreneur industriel et également cofondateur du Think Do Tank d'Ioquelians. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24, M. Joël Sikam. Merci, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs. Et j'espère que nous allons débattre sur le développement de notre pays et parler de transmission au lieu de rupture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ensemble ce sujet produit par la rédaction d'Africa 24 et on revient tout juste après pour le vif du débat. Le Cameroun s'est doté d'infrastructures sportives modernes qui lui ont permis d'abriter plusieurs compétitions au cours de la dernière décennie. Pour viabiliser ces infrastructures, Joseph-Antoine Bell, gloire du football local, a été porté en février 2023 à la tête de l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun. Sa mission, veiller à la maintenance, au développement et à la pérennisation de ces infrastructures et équipements sportifs publics. Notre travail se voit, nos infrastructures, tout le monde voit la qualité de ces infrastructures que nous entretenons au forceps. La viabilisation des infrastructures sportives au Cameroun passe par des stratégies de financement, de réhabilitation et de construction de nouvelles structures. En juin 2024, le projet SportCap, subventionné à hauteur de 6,56 milliards de francs CFA,
a prévu l'amélioration de 15 infrastructures sportives de proximité dans 5 capitales régionales. En plus de la construction de nouvelles installations, le projet contribuera à la réhabilitation de structures existantes, rendant la pratique sportive plus accessible et régulière pour tous les habitants. Les fédérations sont nos partenaires et nous sommes donc ensemble engagés dans l'utilisation. Donc nous, on leur met des infrastructures à disposition et les fédérations doivent présenter des dossiers pour demander à héberger des compétitions internationales. En août 2025, la CAF a publié la liste des stades homologués pour les compétitions interclubs 2025-2026. Parmi ceux-ci, le Cameroun obtient 5 stades sur 7 approuvés pour accueillir les matchs, y compris les tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération. Un atout important pour les clubs engagés cette saison dans les dites compétitions et un cadre adapté pour promouvoir les compétitions nationales sur des infrastructures de pointe aux normes internationales. Autour de ce plateau, cette question, nous vous la posons en premier, M. Yves Abama. Après la CAN 2021 organisée au Cameroun, comme on l'a vu dans ce sujet, plusieurs stades modernes ont été conçus, que ce soit Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam et Limbé. Comment valoriser ces infrastructures pour qu'elles ne deviennent, comme on le dit souvent, des éléphants blancs? Bon, je pense que la création de l'ONIES, était déjà une solution à ce problème-là. C'est-à-dire que, il me souvient, on a vu dans certains pays comment les stades sont tombés en désuétude après les compétitions. Bon, le Cameroun a voulu anticiper et on a mis cette structure sur pied. Et comme Sa Majesté Joseph-Antoine Bell le disait dans le reportage, ils essayent tant bien que mal d'entretenir ces infrastructures pour que les générations futures en profitent. Bon, dans son discours aussi, j'ai quand même senti une question, je ne sais pas si je vais me tromper, on peut avoir un problème de moyens suffisants pour l'entretien des stades. Ce serait bien quand même qu'à l'avenir, on pense à des activités qui peuvent faire, parce qu'il ne faut pas seulement penser à ce que l'État vient de mettre d'argent, qu'on pense aux activités peut-être connexes. J'ai entendu dire que certains de ces stades ont des centres commerciaux. Voyez, donc si on a des centres commerciaux, des salles de cinéma, on a un certain nombre de choses et qu'on habitue les populations à y aller, je pense que ça peut générer de l'argent et cet argent-là pourra mieux aider les responsables de l'ONIES à l'entretien. Donc, mais qu'à cela ne tienne, je pense que jusqu'ici, quand même, ils essayent de tenir la dragée. On salue l'immense travail fait par le président de la République et on souhaite que les efforts des responsables qui ont été nommés au niveau de cette structure portent leurs fruits et que les différents partenaires, parce qu'on a souvent entendu des querelles avec un certain nombre d'acteurs, on vous dit oui, vous devez jouer sur un stade, il y a des charges. Une fois même, j'ai suivi une explication de Sa Majesté ici qui essayait de faire comprendre aux gens que quand vous venez au stade, vous le trouvez propre. Quand vous repartez, il est bon que vous laissiez des moyens qui vont faire qu'on demande aux uns aux autres de ramasser, de laver les toilettes, de faire ci ou ça. Donc en réalité, c'est une question de moyens et les gens doivent s'entendre. Merci. Monsieur Joseph-Antoine Bell, le coût d'entretien de ces grands stades, on parle de plusieurs milliards de francs CFA. Est-ce qu'il y a un chiffre précis, une évaluation précise à votre niveau et comment, à l'heure actuelle, vous gérez la maintenance de ces infrastructures? D'abord, par principe, vous avez celui qui a construit les stades, qui pense à les entretenir comme vous seriez propriétaire d'immeuble. Sauf que lorsque vous êtes propriétaire d'immeuble, vous calculez que les locataires qui vont occuper vos immeubles produiront l'argent qui permet d'entretenir. Et ça ne peut pas être à la charge du propriétaire uniquement. Donc, oui, l'État doit et a prévu d'apporter quelque chose pour ces stades. Mais l'État ne peut pas être la seule source. Les usagers doivent forcément contribuer pour entretenir les stades de 2000 milliards. Si vous faites 2%, vous verrez ce qu'il faut normalement pour pouvoir entretenir. Donc,
mais le principe, c'est l'usager payeur. Donc, quand il s'agit d'État, c'est l'usager contributeur. Simplement, je crois que le public n'est pas très habitué, déjà dans sa vie ordinaire, à payer pour ce qu'il consomme. Le public africain, en général, croit beaucoup, pour les chrétiens, en Jésus, pour les musulmans, en Allah. Donc, ils pensent que tout cela est dû et c'est Dieu qui veut. Non, ce n'est pas Dieu qui veut. Si vous voulez rouler sur une route, il va falloir contribuer en s'arrêtant au péage et en s'acquittant des frais de péage. Lorsque vous allez dans un hôpital public, il a beau avoir été construit par l'État, vous aurez quelque chose à payer pour contribuer à l'amélioration, à l'entretien et à l'amélioration des lieux. Quand l'État construit des lycées, on a beau dire que c'est gratuit parce qu'en réalité, ce que vous payez ne vaut pas le service qu'on vous rend. Donc, vous avez une modique somme qui contribue au fonctionnement du lycée ou de l'école, du dispensaire. Il faut que les gens comprennent, donc, pour jouer sur ces stades, pour pouvoir utiliser ces infrastructures, il faut accepter de s'acquitter d'une contribution qui permet que vous aussi soyez responsable du maintien de ces infrastructures en l'état. Quand vous parlez des usagers, vous parlez des fédérations, des clubs. En réalité, les clubs sont rassemblés, quand on pense au foot notamment, mais même dans les autres disciplines, les clubs sont rassemblés en fédération. Et pourquoi se met-on en fédération? D'abord pour jouer ensemble, mais aussi pour régler les mêmes problèmes, des problèmes identiques, les régler par une même source. Donc les clubs peuvent jouer entre eux, mais la fédération, ça veut dire qu'ils se sont mis ensemble pour constituer la fédération qui maintenant va parler au nom de l'ensemble des clubs. Et là, dans le cas du Cameroun et du foot, l'État va plus loin. L'État subventionne la Fédération camerounaise de football pour qu'elle puisse organiser ses compétitions. Donc, il n'y a pas de raison de manquer de moyens pour pouvoir s'acquitter. Parce que c'est, en fait, les compétitions, la base, c'est d'abord d'avoir des infrastructures où vous allez vous produire. C'est un peu regrettable quand on voit des acteurs qui n'ont pas bien compris. Le sport a beaucoup de composantes. C'est vrai que la principale d'où je viens, c'est-à-dire les sportifs eux-mêmes et les footballeurs, ils aiment trop dire sans les footballeurs, il n'y a pas de football. C'est une réduction qui n'est pas de bonne loi parce que tout seul, vous ne joueriez pas. On va revenir avec vous. Monsieur Sambaka, est-ce que de votre posture, vous trouvez que c'était une nécessité d'avoir ces infrastructures ou on en a fait un peu trop? C'est vrai qu'on peut dire qu'elles ont coûté trop cher, mais ce qui est le plus important, c'est d'abord le symbole. Le Cameroun, le football, par exemple, le sport, reste la chose qui unit les Camerounais. On peut penser que beaucoup de choses les divisent, mais quand il s'agit du sport, ça unit les Camerounais. Donc pour moi, c'est d'abord un vecteur de développement dans ce sens-là que le sport, unissant les Camerounais, tous les Camerounais, ça permet une cohésion nationale. Ça permet donc de développer ce qu'on appelle le patriotisme. Et maintenant, il faut créer des conditions. Les infrastructures sont là. Il faut les entretenir. Il faut même qu'elles soient rentables. Vous comprenez? Donc quelque chose qui dépend de comment est-ce que les autres paramètres sont gérés. Parce qu'il faut que les Camerounais aillent au stade. Il faut qu'ils aient la culture de retourner dans les stades. Et pour cela, il faut que les championnats soient bien organisés. Il faut que tout ça revienne dans les habitudes des Camerounais afin que ces stades-là, qu'on ne joue pas dans les annexes, mais qu'on joue dans les stades. Vous comprenez?
Donc quand on joue dans les stades, forcément, on peut espérer une rentabilité. Parce que le tout n'est pas d'entretenir seulement. Parce que si on doit seulement entretenir, il va arriver des moments où l'entretien ne pourra pas se faire parce que les charges vont être énormes. Il faut donc penser, n'est-ce pas, à ce que d'autres éléments qui sortent même du football puissent intervenir dans ces stades, parce que ce sont des stades polyvalents. Ce sont des stades qui peuvent permettre de développer un certain nombre de choses. Donc ça entre déjà dans la politique. Comment est-ce que nous allons développer nos infrastructures? Comment est-ce que l'État lui-même, est-ce que c'est un État décentralisé? Est-ce que la région, est-ce que les communes, est-ce que... Il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu, mais on a l'élément essentiel, c'est l'infrastructure. L'infrastructure existant déjà, on doit développer tout ce qui est périphérique afin que ces stades deviennent rentables. À sa suite, monsieur... Et qu'on n'accuse pas ceux qui entretiennent les stades, parce qu'on ne peut pas entretenir les stades si on n'a pas de moyens. Vous êtes d'accord sur la nécessité des stades pour qu'il y ait des endroits où il puisse y avoir la pratique sportive. Monsieur Sikam, est-ce que, en termes de mesures pour pouvoir avoir une gestion durable et rentable de ces équipements, qu'est-ce que des mesures qui vous viennent à l'esprit à la suite de ce que monsieur Joseph-Antoine Bell a déjà dit et Sambaka? Oui, en tout cas, tous nos copanélistes ont dit des choses très intéressantes. Moi déjà, je me mets toujours dans la prospective. Et il faut comprendre qu'au niveau du Cameroun, qui est une nation du football, je crois que ces stades ont fait partie de ce qu'on appelle le nation branding, qui est important. Moi, ayant fait une bonne partie de ma vie ailleurs, et plus précisément aux États-Unis, souvent là-bas on fait des choses à la démesure juste pour montrer qu'on est le plus fort. Et de ce côté, je pense que quand je vois la taille des stades, c'était ça le but. Et c'est souvent nécessaire, et c'est souvent très important. Maintenant, le problème, c'est l'après, ou bien la difficulté que nous avons après, c'est l'après. À qui appartient le stade? Moi, je suis un entrepreneur, et moi, je regarde toujours ce qu'on appelle le revenu, follow the cash flow. Comment est-ce qu'on tient un monument comme ça vivant? Ce n'est pas des activités annexes. Et ce n'est pas des choses, je vois des stades qui appartiennent à des équipes. Et pour revenir avant de continuer sur le nation branding, je vois souvent même nos Lions vont s'entrer dans d'autres pays, dans d'autres stades. Mais si on n'arrive pas à être une terre d'attractivité de manière globale, même ce football ne sera pas attractif. Donc du coup, il faut vraiment que nous trouvons how to make money or how to emulate the system. Et ce sera très important parce que le sport aujourd'hui, je peux vous dire, si on regarde seulement, moi j'ai fait du basket à un niveau assez professionnel. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons 6 Camerounais en NBA. Quand vous calculez leurs revenus et ce qui renvoie ici entre la période de mai à juillet par les formations qu'ils font entre Douala et Yaoundé, je peux vous dire que c'est beaucoup d'argent. Et ça peut justement, ces revenus-là peuvent être captés et partagés avec le NIES si on trouve des moyens de générer du revenu avec. Ces infrastructures font partie du nation branding. Comme vous avez dit, je vous propose de marquer une courte pause. Nous faisons une pause et nous revenons juste après. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom dédié aux enjeux de développement du sport et des infrastructures sportives au Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de M. Joseph-Antoine Bell, président du comité d'orientation de l'ONIES, Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun. Nous avons également sur le plateau de cette émission Joël Sikam, cofondateur du Think Do Tank des Okwelians, M. Yves Abama, communicant du RDPC, c'est le parti au pouvoir au Cameroun, et enfin M. Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes. Monsieur Cyril Sambaka, alors que 65% des Camerounais ont moins de 25 ans selon les statistiques officielles, qu'est-ce qui peut être mis en œuvre selon vous pour développer des centres de formation, appuyer des académies locales qui peuvent encourager la pratique du sport comme levier de cohésion sociale? Je pense qu'il faut recommencer comme à notre époque, comme on dit, parce qu'il n'y a pas
de Camerounais de mon âge qui ont été à l'école et qui n'ont pas eu l'amour du sport à cette époque-là. Il y avait la course, je me rappelle qu'on allait au stade Omnisport faire la course, étant des élèves, n'est-ce pas? Il y avait le basketball, il y avait le football, évidemment. Le football, alors lui, c'était partout. Donc je pense que la multiplication des infrastructures, elles sont grandes, mais comme la ville s'étend, on peut dire que même du côté de l'école, on peut organiser des choses et avoir peut-être auprès de l'ONIES des prix pour les écoles. Donc voilà, et puis même on peut organiser au niveau des écoles, n'est-ce pas, des randonnées pour le nettoyage, des choses comme ça, toutes choses qui mettent les Camerounais ensemble. Vous voyez? Parce que ce qui est important, c'est que les gens se parlent, les gens se côtoient, les gens, voilà, qu'ils essayent de vivre ensemble, on aime bien le dire dans le parti au pouvoir, mais c'est les méthodes d'application qui leur manquent. Donc on peut les aider, on peut aider ces grandes infrastructures, n'est-ce pas, à vivre. Il faut qu'elles vivent et forcément les idées viendront au fur et à mesure parce qu'elles ne peuvent pas donner de l'argent. Les subventions, c'est nécessaire pendant un certain temps, mais pendant ce temps, la réflexion aussi pour que ces endroits soient des espaces de vie, ces espaces soient des espaces d'amour, ces espaces soient des espaces de vertu. Donc on peut développer un certain nombre de choses qui vont permettre que désormais, les parents savent que le dimanche, le samedi, le jour où on a des pauses, on peut se retrouver dans certaines infrastructures ou en dehors de ces infrastructures pour développer beaucoup de choses. Maintenant, il faut aussi pas seulement penser au sport. Il faut le sport. Si on pense au sport, on doit penser à la musique. Vous savez, nous avons vu James Brown ici. Hein, le stade était plein. Hein, le stade était plein. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on doit remettre en selle. Il faut que ces infrastructures travaillent avec des gens qui sont aguerris, n'est-ce pas, au spectacle et tout ça. Tout ça mélangé, ça peut devenir quelque chose de formidable. Je suis même sûr que des gens peuvent partir des pays à côté pour venir voir nos infrastructures qui sont capables d'accueillir les plus grandes vedettes du monde. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on doit mettre ensemble. Monsieur Yves Abama, hors des grandes villes, la plupart des infrastructures sont vétustes ou inexistantes. Hors des grandes villes, est-ce que vous avez l'impression que la gouvernance actuelle a suffisamment intégré la construction d'installations sportives de proximité pour favoriser la pratique du sport dans les régions et les quartiers populaires? Déjà, je vais contester la pique que m'envoie le doyen. Quand le doyen envoie au RDPC, il nous dit qu'on manquerait de savoir-vivre, on n'en fait pas assez en termes de savoir-vivre. Je sais que c'est une boutade parce que le doyen connaît mieux ce pays, il sait d'où nous venons, il sait à quel niveau nous sommes aujourd'hui, il sait que le vivre ensemble a toujours été au cœur des préoccupations du président Biya. Maintenant, il peut arriver que dans la pratique, il y ait un certain nombre de manquements, mais ces manquements ne peuvent pas faire qu'on nie à l'homme du 6 novembre un certain nombre de vertus dans le sens du vivre ensemble. Maintenant, pour la question des infrastructures, effectivement, c'est un constat de dire que la plupart des infrastructures, des stades et autres qui ont été construits ces dernières années l'ont été dans les grandes villes. J'entends par grandes villes, peut-être les capitales régionales, un certain nombre de villes comme Limbé et autres. Donc on peut le dire. Mais le gouvernement du Cameroun est avant-gardiste. Il est avant-gardiste pourquoi? Et je profite pour également dire que je suis contre ceux qui pensent qu'on en a trop fait dans la construction des stades. Je pense même qu'on n'en a pas fait assez. Il faut en faire davantage. Davantage pourquoi? Partout où on a posé une infrastructure sportive, un stade de football, vous verrez qu'autour, il s'est développé une certaine économie. Vous verrez que les populations se sont appropriées les espaces. Vous voyez, allez à Japoma. Moi, je suis arrivé à Douala en 2009. Le secteur, le quartier où se trouve le stade, là, c'était pas comme ça, c'était la forêt. Il a suffi que le stade apparaisse pour que les gens viennent et prennent des terres, s'installent. Aujourd'hui, ça ressemble à une ville. Je peux également parler de Limbé à Yaoundé. En réalité,
le sport est effectivement pour le gouvernement camerounais un levier de développement. C'est un constat sur le terrain. Maintenant, comment faire pour que ce sport soit encore, participe encore plus au développement dans les villes secondaires? Et c'est là où je vais prendre un élément de votre reportage. Vous avez parlé du sport CAP. C'était quoi? C'est un projet financé. Voilà, j'ai essayé d'étudier ce projet. C'est un projet que le gouvernement mène en partenariat avec l'Agence française de développement. Et l'objectif, c'est quoi en réalité? Construire des infrastructures de proximité. Il y a des lycées qui sont visés. On dit qu'il faut construire des stades dans ces lycées. Il y a des gymnases, il y a un certain nombre de choses qu'on doit mettre en place pour que le sport redevienne ce qu'il était avant. Parce que nos aînés ont l'habitude de nous dire, et nous-mêmes on a un peu vu ça, quand ils étaient petits, il y a des stades où ils jouaient, il y a un certain nombre d'espaces qui leur étaient réservés et qui faisaient qu'ils n'avaient pas besoin d'aller très loin pour pouvoir être ensemble et partager cette chaleur dont le doyen Samba parle. Donc je veux dire que le gouvernement est sur ce terrain-là. On ne peut pas tout faire au même moment, mais dans sa vision avant-gardiste, le président Biya a pensé que les stades qui ont été construits ne suffisent pas. Il faut aller plus loin, il faut penser à tout le monde, parce qu'il faut que toutes les couches de la société aient accès à un certain nombre d'aires de jeu. Bon, j'ai entendu parler des paiements. Le doyen dit que... On aura l'occasion de revenir sur tous ces moyens de rentabiliser qu'on a commencé à aborder d'ailleurs. Je veux prendre votre avis rapidement aussi, M. Sikam. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la pratique du sport de proximité? D'accord, merci. Merci encore. Vous allez me permettre de donner-moi 2 minutes pour planter le décor. Alors, Dioko Alliance est un think tank basé sur 3 axes. La bonne gouvernance, la cohésion sociale et la transformation économique. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je me suis toujours industriel, je me suis toujours positionné dans le volet de la transformation économique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le rôle de l'État est de créer un environnement propice. Et le rôle du secteur privé est de créer de la valeur. Donc ce problème de savoir transmettre pour une meilleure gestion, pour une augmentation de revenus. Aujourd'hui, moi, ayant été un ancien basketteur, je suis souvent surpris de voir et de dire aux gens que le sport est la meilleure arme. C'est pire et c'est mieux que la bombe nucléaire. Personne n'utilise le soft power. En 1942, Jeux Olympiques, en pleine guerre, en Allemagne, vous avez vu ce qui s'est passé. Pendant la guerre froide, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais nous, le Cameroun aujourd'hui, on doit pouvoir s'approprier de ces outils de soft power pour faire ce que j'appelais tout à l'heure le nation branding. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, justement, mais le problème au niveau de la gestion, c'est qu'il faut mettre le secteur privé pour trouver comment émuler le système. Dans notre livre vert, nous avons parlé du sport. Je vous ai parlé de 6 joueurs en NBA, camerounais, pas nationalisés, mais qui sont toujours camerounais, qui ont des revenus, je peux vous dire, à eux 6, à près de 200 millions de dollars. Et on ne capitalise pas dessus. Alors qu'il y a tout un business à faire dessus. Les grands concerts, O2 en Angleterre, Parc des Princes à Paris, le Stade des Martyrs au Congo. On peut aussi faire la même chose ici, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, en fait, c'est comment trouver les hommes qui vont générer des idées. L'État a déjà fait ce qu'il a à faire. Maintenant, moi, je pense que c'est la notion de transmission. Que ce soit générationnel, que ce soit donné à un opérateur ou bien laisser les mains au président pour impulser ou bien pour initier des choses sans qu'il y ait des demandes d'autorisation à chaque fois pour que ça monte jusqu'où ça doit arriver. Je pense que si on essaye comme ça avec le secteur privé, je pense qu'il y aura de bonnes idées qui vont émerger et les revenus seront mieux que ce que nous avons maintenant pour essayer de générer. Moi, là maintenant, peut-être après avec Sa Majesté, je vais partager quelques idées pour qu'on essaie de voir comment arriver à terme. Monsieur Joseph-Antoine Bell, vous êtes régulièrement en contact avec les acteurs du sport camerounais et plus particulièrement du football. À vous entendre parler, on a l'impression que les acteurs du football souffrent d'un manque de financement et d'organisation. On a vu des correspondances diffusées, partagées sur la toile, où la fédération de football dit qu'elle ne jouera pas sur vos stades parce que la facture est très élevée. Quels engagements concrets peuvent être mis en œuvre, d'après vous, pour professionnaliser les ligues et attirer des sponsors pour hisser au Cameroun au rang de véritable marché du sport? Je crois que M. Sikam a ouvert une petite brèche. L'État ne peut et ne doit pas tout faire.
vous avez soulevé un problème qui est apparu et qui prouve, s'il en était besoin, que en réalité, ce sont les fédérations qui sont défaillantes. Quand on dit fédération, on dit des individus qui y sont. L'État met un cadre, mais le sport ne peut pas être développé par l'État. Donc, et aujourd'hui, encore mieux, l'État a mis la décentralisation en place. Le problème du Camerounais, de l'Africain en général, mais du Camerounais en particulier, est que nous attendons un Messie qui va tout faire pour nous et nous n'avons rien à faire. Il faudrait que je vous dise, les infrastructures d'État ne développent pas le sport. Les infrastructures d'État sont la vitrine. Exactement comme vous n'étiez peut-être pas encore là, mais les autres peut-être oui. L'école était d'abord l'école principale, c'est-à-dire l'école publique. C'est elle la première école. Et ensuite, des privés vont créer des écoles à l'image de l'école publique. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on développe. Donc, l'État a donné l'exemple, le chef de l'État, pour ne pas le citer, en construisant ces infrastructures. Mais maintenant, il faudrait qu'au plus bas, les départements, les communes, et après les individus, puissent penser à avoir... L'État ne peut pas construire des infrastructures de proximité, c'est trop lui demander. Les infrastructures, la crèche, le gymnase de quartier, ce n'est pas l'État, ça devrait être au niveau de la commune. C'est là-bas. Quand M. Sambaka parlait de sa jeunesse, on avait l'impression que c'était l'État, mais ce n'était pas l'État, c'était des terrains vagues sur lesquels on allait jouer. C'était les quelques terrains qui existaient, et ils existaient partout. Sauf que les individus que nous sommes, n'ayant pas réfléchi à la question de nos places de maire ou de délégués du gouvernement, nous avons laissé construire partout. Et les enfants n'ont plus d'espace pour jouer. Là où il y a des institutions qui construisent, on prévoit des immeubles, on prévoit des aires de jeu qui sont par la suite vendues et occupées. Et donc, on réduit. Le problème des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la relation entre sport et économie, entre sport et santé. Ils ne peuvent... Bon, c'est vrai, je pourrais dire, regardez-moi. Bon, mais bon... Donc, mais c'est un peu ça, c'est que si on savait que la pratique du sport nous faisait faire beaucoup d'économies en termes de dépenses de santé, d'heures d'absence au travail, parce que quand vous êtes malade, vous n'allez pas au travail. Si vous êtes en bonne... Donc, on perd de l'argent en ne pratiquant pas le sport, en attendant le jour où un médecin vous dit « vous feriez mieux de faire un peu de sport ». Quand il vous le dit, sachez qu'il est déjà tard. Donc en fait, il faudrait que les fédérations jouent réellement leur rôle. Leur rôle, parce que dès que vous parlez de sport, vous pensez au professionnalisme, qui est en réalité la vitrine. Le but d'une fédération, ce n'est pas de s'occuper des quelques professionnels qui sont la vitrine. Le but d'une fédération, c'est de faire jouer le maximum de monde. Le maximum de monde. Et quand je parle de fédération, je ne parle pas de foot. Je parle de n'importe quelle fédération. Le but, c'est de faire jouer le maximum de monde, d'intéresser le maximum de monde et, au besoin, au plus jeune âge. Vous en faites donc des sportifs dans l'âme qui, demain, s'ils ne sont pas sur le terrain, sont des dirigeants et quand ils ne sont pas des dirigeants, sont les financiers du sport. Je vous propose de poursuivre ce débat dans un instant. Nous marquons une courte pause et nous vous revenons juste après. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom dans cette émission dédiée aux enjeux de développement du sport au Cameroun en contexte d'élection
présidentielle. Nous sommes toujours en compagnie de M. Yves Abama, communicant du RDPC, M. Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, M. Joël Sikam, cofondateur du think d'Outang dit Okwelians, et enfin Joseph-Antoine Bell, président du comité d'orientation de l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Je vous propose de regarder ensemble cet événement et puis on revient pour le débat. Voilà, capitale économique du Cameroun a vibré du 23 au 24 août 2025 au rythme de la saison 3 du Fighting Challenge Championship. Un rendez-vous exceptionnel qui a réuni sur le ring du gymnase du stade Japoma 12 combattants camerounais face à 12 adversaires venus de plusieurs pays. Il s'agissait notamment du Ghana, du Gabon, du Nigeria, du Sénégal, de la RDC, du Burkina Faso, de l'Iran et des Émirats arabes unis. Le pays de Francis Ngannou a remporté 10 des 12 combats. On rend grâce à Dieu. C'est ça qu'il voulait en fait, mais on rend grâce à Dieu vraiment. On va se préparer pour attendre d'autres combats, Inch'Allah. Je me suis préparé pour cette compétition. Seulement, dans un combat, il faut un vainqueur et aujourd'hui, il a gagné et je ne veux pas d'excuses. Je vais rentrer corriger mes erreurs. Le public de Japoma a assisté à de véritables chocs mêlant puissance, stratégie et spectacle. Chaque round a tenu les spectateurs en haleine entre fierté nationale et découverte des talents étrangers. C'est pour ça que, franchement, je le dis à chaque fois, au Cameroun, on a la chance. Maintenant, il faut que ça aille plus loin. Parce que grâce à Francis et d'autres combattants, on peut aller encore plus loin. Ça peut aller encore plus loin. À noter qu'après les 2 premières éditions organisées dans la ville de Bathie, située dans l'ouest du Cameroun, le Fighting Challenge Championship, organisé cette année à Douala, devient une vitrine internationale du MMA, positionnant la cité économique parmi les grandes capitales africaines des sports de combat. Nous venons de suivre un sujet sur la pratique du MMA et particulièrement d'une initiative portée par un privé, Francis Ngannou, qui a créé un complexe de la pratique de ce sport dans lequel il est champion du monde des poids lourds. Lorsqu'on observe ici au Cameroun, le sport, quand on parle de sport, il est surtout dominé par le football, on en a abondamment parlé, mais d'autres disciplines comme l'athlétisme, le basket, la natation, le volley et les sports de combat, comme on vient de le regarder, peuvent aussi émerger. Monsieur Cyril Sambaka, quelles mesures peuvent être véritablement mises en œuvre pour diversifier l'offre sportive nationale et permettre l'émergence des talents locaux au Cameroun dans d'autres disciplines? Oui, je viens de voir ça avec émerveillement, par exemple, et je me rends compte que je n'étais même pas au courant. Donc, il y a la promotion qu'il faut mettre en route. Il faut aussi tenir compte des aléas comme la circulation, qui ne permet pas forcément aux gens de quelque chose qui devait leur prendre 2 heures de temps. S'ils ont besoin de mettre 6 heures de temps pour cela, ça pose aussi problème dans la fluidité et tout cela. Je pense que la décentralisation est une très très bonne chose. Il faut la mettre véritablement en pratique. Moi, je suis parmi les gens qui ont pensé que c'était une solution depuis les années 91. Et aujourd'hui, nous constatons que tout est fait pour que le Camerounais soit un peu plus heureux. Mais il faut déjà qu'il soit informé, il faut que ça l'intéresse, il faut qu'on y aille, parce qu'un combat comme celui-là, j'ai l'habitude de regarder à la télévision, alors que j'ai le direct là, j'ai le visuel, je peux me déplacer pour y aller, les Camerounais doivent se déplacer pour y aller. C'est très important. Et je pense que ça va prendre peut-être un peu de temps, mais il faut surtout que des jeunes comme lui, qui a fait le basketball, qui a été aux États-Unis, qu'ils mettent tous les petits secrets que les autres ont pour que les stades soient pleins. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, à New York, je passais, et puis on m'a dit c'est un stade de football. Il y avait des cris partout.
c'était des stades, je pense, de 80 000 personnes. Mais je pense que c'est une culture qu'il faut développer. Et ça, on ne va pas demander au pouvoir central de développer cette culture. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de décentralisation. Il faut bien que les régions, les communes et tout cela fassent le travail qu'ils doivent faire et qu'ils aient les moyens de le faire parce qu'on ne va pas tout attendre du pouvoir central. Et le pouvoir central ne doit pas tout confisquer, c'est surtout ça. Yves Abama, je vous permets de réagir. Bon, je réagis à quoi? Quels sont... quelles mesures peuvent... Déjà, si vous voulez réagir sur le sujet, nous avons souligné que c'est une initiative portée par Francis Nganou pour promouvoir le MMA. Nous saluons vraiment cette initiative de Francis Nganou. Ça rejoint l'appel aux initiatives privées dont vous avez parlé ici. Mais globalement, quelles autres mesures peuvent être mises en place vraiment pour permettre l'éclosion des talents locaux dans les autres disciplines? Bon, sincèrement, je pense qu'on doit s'approprier la décentralisation. Je n'ai pas l'article en tête, mais je me souviens que dans le code des collectivités territoriales décentralisées, les communes ont des compétences, je pense, en matière de construction d'infrastructures de proximité. Bref, ils ont certaines compétences que, malheureusement, pour le moment, les maires n'essayent pas d'implémenter. Donc, il faut qu'on essaye vraiment de s'approprier cette décentralisation. Tout à l'heure, je parlais de construire les infrastructures de proximité et j'ai entendu ce que soit M. Sikamo Majesté dire qu'en réalité, vraiment, ce n'est pas à l'État de faire ça. Et c'est vrai. Mais l'État se retrouve en train de le faire parce que ceux qui devraient le faire, les communes n'ont pas le temps. Les gens ne pensent pas que le football peut être vraiment un moteur de développement. Vous voyez, mais il faut qu'on essaie de revenir aux choses fondamentales, qu'on se dise qu'on est maire, peut-être à Douala 3, Douala 5, je ne sais trop où, on a la responsabilité de trouver des espaces qui vont faire que les enfants de notre arrondissement puissent s'épanouir, que ce soit des stades de football, des stades de basket, des stades de handball et autres. Bon, tant qu'on ne le fait pas et qu'on continue à attendre que tout vienne de Yaoundé, on aura toujours ce genre de difficultés. Donc on doit mettre la main à la pâte. Et quelqu'un d'autre a parlé de l'initiative privée. C'est-à-dire qu'en plus des maires, quand on dit s'approprier la décentralisation, il n'y a pas que les élus locaux. Il faut que les partenaires de la commune, il faut que les mécènes viennent mettre en place un certain nombre d'infrastructures. Au besoin, ils peuvent les commercialiser, mais pourvu que l'objectif soit atteint, à savoir permettre aux Camerounais de plus travailler. Parce que Sa Majesté a encore parlé, vous m'excusez de beaucoup puiser dans son discours. Il nous a fait un calcul tout à l'heure de ce qu'on peut économiser comme moyen en santé, les heures de travail et ainsi de suite. Si on est bien, on pratique le sport. Vous voyez, beaucoup parmi nous aujourd'hui ne pratiquons pas le sport. Pourquoi? Parce que dans nos environnements, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas un certain nombre de choses. Le président de la République ne peut pas faire et les stades pour les compétitions internationales et les stades de quartier. Non, il faut que les maires nous aident. C'est le cri que je lance à leur endroit aujourd'hui. Ce serait une façon de vraiment servir celui pour qui on se bat presque tous, parce que tous les maires ne sont pas du RDPC. Joseph-Antoine Bell. Mais moi, je pense que quand on parle de développement, presque tout le monde pense à l'argent. Mais d'abord, c'est le développement humain, c'est le développement social, c'est l'épanouissement des gens. Donc, il ne faut pas regarder, encore une fois, le sport simplement dans sa dimension professionnelle. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Le sport professionnel, les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui aspirent à devenir professionnels, qu'ils partent pendant 30 secondes, le temps que je dise ça. Le sport professionnel n'est pas bon pour la santé. Le sport qui est bon pour la santé, c'est celui que monsieur tout le monde pratique. Le sport professionnel vous sollicite, il vous sursollicite, il vous exploite et il faut beaucoup de chance pour arriver à la fin en étant entier. C'est clair. Donc maintenant, le sport qui nous rapporte, et ça c'est la vitrine pour attirer les autres, les amener à pratiquer du sport. Donc, le développement, il faudrait que les collectivités décentralisées s'accaparent de ce développement-là. Une fois qu'elles l'auront fait, des individus dont l'initiative privée viendra aussi.
Et là, on a toute la chaîne complète. Ce n'est pas l'État. Et donc, les stades de proximité, une fois que la commune en fera, vous verrez des particuliers qui vont eux aussi en faire. Il y a besoin de permettre à beaucoup de gens, les jeunes filles veulent danser, les jeunes gens veulent danser, d'autres veulent faire du basket, d'autres veulent simplement du sport pour tous, marcher. Nos communes n'ont laissé aucun espace où on pourrait marcher. Donc tout ça là, bon, donc il nous faut absolument voir cela et penser à une chose quand on parle de sport et développement. Je ne vais pas vous citer les milliards drainés par le sport, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont connu le million, donc ils ne peuvent pas appréhender le milliard. Mais en revanche, les retombées en nombre d'emplois qu'on peut créer à travers le sport, ça oui. Déjà, très simplement, envisager dans un quartier où vous auriez un club de sport où les jeunes, parce que c'est là le problème. Aujourd'hui, M. Sambaka disait tout à l'heure qu'il faudrait que les gens puissent aller au stade. Ils ne sont pas informés. Mais on ne s'improvise pas sportif. Vous allez capter 1 ou 2 supporters comme ça. Mais en réalité, on grandit dans le sport. Et après, on en devient accro et supporter. Donc, les fédérations, c'est leur travail. Je regrette, l'État prend des mesures incitatives, généralement, grâce d'ailleurs au lobbying des fédérations. Ce sont les fédérations qui doivent concevoir le développement du sport à la base. C'est leur rôle. Et à ce moment-là, c'est elles qui vont aussi faire du lobbying auprès des collectivités décentralisées pour dire ce qu'il faut. Il faut un gymnase, il faut une piscine, il faut une petite piste d'athlétisme, il faut un petit terrain à ciel ouvert de volley ou de basket dans un coin pour que des jeunes s'habituent à jouer et faire du sport. Et donc ce développement, ce côté, quand on dit développement, si vous faites ça, déjà pour construire tout ça, c'est du travail. Ensuite, pour animer tout ça, vous avez tous ces animateurs qui seront payés. Et maintenant, tout cela induit que vous achetez les équipements sportifs. Il n'y a pas que le textile, mais vous avez le textile qui va se développer. Vous avez les équipements, c'est-à-dire des panneaux de basket ici, des filets de volley par là, l'équipement de la piscine ici. Donc, beaucoup d'emplois peuvent être générés par le développement du sport et grâce à un engagement total et à l'imagination des fédérations. Je fais une parenthèse. Vous avez dit que le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Non, ne répétez pas ça, je l'avais dit. C'est une parenthèse aussi. Vous avez plus de 70 ans, mais vous avez l'air très robuste. Donc, on peut se dire que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Non, justement, je vous ai dit, de manière générale, le sport est bon pour la santé. Maintenant, le sportif professionnel, il lui faut la discipline et la chance. C'est votre secret. Voilà. Monsieur Joël Sikam, le sport représente un secteur à fort potentiel économique. On a commencé à l'aborder, notamment en termes de billetterie, de droits TV, merchandising, tourisme sportif. Quelle politique permettrait d'en faire un véritable secteur créatif d'emploi pour les jeunes et les entrepreneurs ici? Très bonne question. Je vais déjà chuter en m'alignant derrière Sa Majesté. Ayant été sportif à un certain niveau, je peux vous dire qu'aujourd'hui, mes genoux ne répondent plus comme il faut. Dans le livre vert que nous avons sorti dans notre Think Tank cette année, nous avons vraiment inclus le sport comme étant une chose de soft power. Quand il y a un match dans une ville, c'est les hôtels qui se remplissent. C'est 60 000 personnes qui mangent et qui se nourrissent, qui boivent et qui se divertissent. Donc rien que cet écosystème-là sont déjà une source de revenus, que ce soit pour une commune, que ce soit pour une ville. On a commencé par des stades simples, on est passé à des complexes, on est passé à des multiplexes. Il faut qu'on comprenne que le monde, à 2-3 mois, on était tout petit, on a grandi aujourd'hui jusqu'à l'âge que nous avons. C'est la même chose pour l'économie. Il faut que le Cameroun comprenne d'une manière générale qu'il faut une économie agile. Vous nous avez montré une vidéo qui était faite initiative du secteur privé, d'un privé. Et c'est ça justement la création de valeur.
Parce qu'aujourd'hui, avec la décentralisation, on n'a pas mis un accent sur ce qu'on appelle les AGR, activités génératrices de revenus. On est toujours trop resté dans le social. Les maires se sont concentrés dans le social. Mais maintenant, aujourd'hui, on les paye comment? Comment est-ce qu'on finance ça? Comment est-ce qu'on fait ces choses? Moi qui suis un natif de la ville de Douala, Grand Jacques-Kaouéli, je me demande, c'était quand la dernière fois que j'ai vu un plan d'urbanisation? Vous savez qu'il y avait tel quartier où vous pouviez construire une villa, vous savez qu'il y avait tel quartier où vous pouvez construire des immeubles. Aujourd'hui, tout est azimut. Donc, quand on revient maintenant dans le monde du sport, c'est la même chose. Nous, on a fait des championnats au stade de la Salle, on a joué au lycée Jos, on joue au lycée polyvalent de Bonabéry, mais aujourd'hui, tout ça est réduit à un seul stade. Mon entreprise que j'ai créée et que je dirige, je suis sponsor de la FECA Basket et de l'équipe nationale de basket. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Les gens sont intéressés. Moi-même aujourd'hui, à mon âge, ayant laissé le basket il y a quelques années, je me réveille toujours à 3 h du matin pour regarder les matchs de l'autre côté. Donc c'est pour vous dire que l'engouement est là, la passion est là. Et je peux vous dire, les Camerounais, nous sommes de très grands sportifs. Nous, on a ouvert la porte à la prochaine génération qui sont allés de l'autre côté. Nous, quand on avait là, ce n'était pas facile. C'est pour montrer que justement, même les mentalités ont changé. Quand nous, on arrive au stade, juste pour faire une parenthèse, quand vous étiez africain, vous n'aviez le droit qu'à prendre le rebond, de faire la passe. C'était tout. Vous faisiez un contrôle, le coach vous mettait dehors. Mais maintenant, aujourd'hui, on a nos petits frères qui sont maintenant venus, qui arrivent à faire des 40, 50, 60 points. Mais à notre génération, ce n'était pas facile. Donc, c'est tout ça pour expliquer l'agilité qu'il y a derrière. Le sport, quand vous regardez seulement le foot, qui est une fois on discutait, on disait que le président de la FIFA est le président qui gère la population la plus immense au monde. Mais les stades et l'organisation d'une Coupe du Monde ne génèrent pas de revenus à un pays. Mais c'est un symbole de soft power. Et dans le livre vert que nous avons fait à Diokoyen cette année, nous avons parlé de tout ça. Comment imbriguer le sport pour éviter tout ce qui est délinquance. Nous, si on n'avait pas ça à l'époque, on ne sait pas ce qu'on serait devenu. Pour éviter tout ce qui est maladie, justement. Développement neuropsychique. Parce que moi, aujourd'hui, même mes habiletés de chef d'entreprise et de leader, je l'ai appris au sport. Sport collectif. Vous savez qu'il faut communiquer. Moi, c'est mon premier coach qui m'a dit, au commencement, mettez la parole. Si tu ne parles pas, ton collègue, ton coéquipier ne va pas savoir qu'il faut que tu fasses la passe. Donc, effectivement, et c'est tout ça, même dans les affaires, il faut que l'administration mette des choses, crée des cadres et transfère au secteur privé pour que nous puissions, avec des idées que nous proposons tout le temps, développer notre économie. M. Sambaka a parlé de certaines conditions. Ce n'est pas le sujet, mais il disait qu'il faut des infrastructures routières et tout pour faciliter aussi. Oui, non seulement cela, je voudrais ajouter... En une minute. Oui, en 2 minutes, que tout ce que nous disons est bien. Je suis même tellement heureux d'entendre tout ce qu'on dit, mais ensemble, disons au pouvoir central de décentraliser, de transférer, pour que les communes soient des communes de développement. Vous savez, je le dis parce que moi j'ai été au Grand Dialogue, et je me suis rendu compte que j'étais le seul à défendre 40% du budget de l'État pour la décentralisation. Les maires même disaient que 10% ça va. Mais les 10% c'est pour faire quoi? Vous voyez, c'est pour avoir de l'argent pour eux-mêmes. Donc il faut véritablement décentraliser et rendre opérationnel. Et il y a 10 ans que j'ai écrit cela, je disais, si la décentralisation n'est pas encore effective, donnons 1 milliard à chaque commune, mais exigeons à ces communes, n'est-ce pas, de créer des cadres, c'est-à-dire un réfectoire, un dortoir, pour que les colonies de vacances puissent être faites et que l'enfant de l'Est connaisse le Nord, que l'enfant du Nord connaisse le Sud, pour que le patriotisme renaisse en ces enfants-là, parce que nous, on était à l'internat, on partait, on allait retrouver d'autres gares, et puis c'était le vivre ensemble formidable. Le vivre ensemble ne se décrète pas, mais on met des mécanismes en place pour que ce soit effectif. Oui, 30 secondes, oui, 30 secondes, et puis je vais me contredire. Je partage en partie son discours sur la décentralisation. Il faut plus de moyens. Mais j'attire l'attention des uns et des autres sur ce que font déjà les maires. Est-ce que les uns et les autres essayent de juger l'action des maires? Ils ont un certain peu. Qu'en font-ils? Est-ce que ce peu est géré à bon escient? Il faut qu'on leur ajoute de l'argent, je suis d'accord. Mais allez voir.
Voilà, qu'est-ce qu'ils font déjà? Et je ne voudrais pas sortir de cette émission. Voilà. Non, pas tous, s'il te plaît. Il y a beaucoup de maires qui travaillent très bien, mais il y a d'autres aussi quand même qui font qu'on continue. Voilà. Voilà, je ne voudrais pas sortir de cette émission sans appeler les jeunes Camerounais. Vous avez remarqué, voilà une émission de sport que nous faisons. Nous sommes d'accord sur un élément, c'est que le président Biya en matière de sport est avant-gardiste. Il a fait un certain nombre de choses. Donc je voudrais dire aux jeunes, pour plus de stades, pour plus d'infrastructures, pour plus de gymnases, plus d'espace où les jeunes vont trouver leur compte, il faut voter pour le président Paul Biya le 12 octobre prochain. Je voulais juste 20 secondes. laisser M. Sambaka repartir avec l'idée qu'il n'y a pas de route pour mener à nos stades. Il faut savoir que lorsque vous allez à Olembe, il n'y a aucun endroit dans tout le Cameroun qui soit desservi comme Olembe. Vous avez là-bas 3 voies, plusieurs fois. Et actuellement, pour aller au stade de Japoma, vous êtes déjà plus dérangé et vous le serez de moins en moins pour ne plus jamais l'être. Vous avez les voies qui mènent à Japoma. Donc c'est pas ça qui empêche les gens d'aller au stade. Moi, c'est la culture. C'est lui-même qui a évoqué l'histoire de la culture. Culture veut dire quoi? Culture induit forcément la notion de temps et d'enracinement. Ça veut donc dire, à quel moment cultive-t-on? Lorsque vous cultivez du blé, ce n'est pas un épi que vous mettez, c'est une graine. Donc, il faut cultiver le sport chez les plus jeunes. C'est comme ça que vous aurez des adultes qui sont sportifs, non pas simplement parce qu'ils sont pratiquants, ils sont sportifs dans l'âme. Monsieur Sikam vient de dire que ce qu'il fait comme chef d'entreprise, c'est le sport qui le lui a enseigné. Ce sont les vertus du sport qui doivent être ce que l'État et les fédérations visent avant les champions. Les champions sont les exceptionnels qui font ce que tout le monde ne peut pas faire. Mais en revanche, les vertus du sport peuvent être partagées par un beaucoup plus grand nombre. Monsieur Joseph-Antoine Bell, on va terminer par votre mot, Monsieur Joël Sikam. Vous prie de ne pas trop nous tenir rigueur. On a des contraintes, de sérieuses contraintes de temps. On a légèrement débordé. Mais ne croyez pas qu'on vous a censuré. Vous avez dit que vous n'êtes pas dans un parti politique. Mais on ne parlait pas de parti. Voilà. Ne pensez pas qu'on vous a censuré. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée aux enjeux de développement du sport. Les sports, devrions-nous dire. Nous remercions Joseph-Antoine Bell, président du comité d'orientation de l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Monsieur Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, Yves Bama, communicant du RDPC, et Monsieur Joël Sikam, cofondateur du Think Do Tank des Okolians. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission spéciale sur les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Bonne suite des programmes sur Africa 24.